Alors, je vous propose de tout doucement commencer par un petit moment de présentation. Donc déjà, bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire qui porte sur les opportunités de financement pour la mobilité urbaine et le transport sous Horizon Europe, qui est donc, je le rappelle, le programme cadre pour la recherche et l'innovation de la période 2021 à 2027. Alors, est-ce que vous pourriez tous, je vais débuter par du coup un rappel des règles de bonne pratique dans le cadre de ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré, bien évidemment. Vous aurez accès au replay ainsi qu'aux différents PowerPoint qui seront présentés aujourd'hui. Je vous demanderai donc de bien garder vos caméras et vos micros en mute et de poser vos questions dans la section chat de Teams. Donc permettez-moi déjà de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Clara Petit-Fils, donc la coordinatrice du PCN qui couvre les sujets EIE pour Écosystème européen d'innovation, EIT pour Institut européen d'innovation et de technologie, dont on va parler aujourd'hui, et je traite également de la question de la synergie des fonds. Par cette thématique de synergie des fonds, je suis amenée à travailler avec déjà mes collègues au sein du ministère pour essayer de voir comment on peut créer justement des liens, des synergies entre nos thématiques respectives et entre nos communautés. C'est ce qui nous a permis de vous proposer aujourd'hui ce webinaire que je co-organise donc avec le PCN Transport, donc du cluster 5, qui est coordonné donc par mon collègue Benjamin Viniger, qui est présent aujourd'hui et qui vous fera donc 2 moments de présentation. Nous sommes également accompagnés de l'équipe de la KIC Urban Mobilité. Donc, nous avons Flavio Junger de Oliveira, qui est Senior Communication Manager pour l'Innovation Hub West. Et également, nous avons Jordi Casas Juan, qui est City Club and Living Labs Officer pour l'Innovation Hub South. Donc, bien sûr, on reviendra sur cette répartition entre deux hubs plus tard. Mais déjà, avant d'aller un peu plus loin dans la présentation du programme, je souhaitais déjà remercier à nouveau mes collègues pour leur implication et leur participation dans ce webinaire, ainsi que toute l'équipe de la KIC Urban Mobility. So Flavio and Jordi, many thanks again for your presence today and for your participation in organizing this event. Comme vous le voyez, on a essayé de vous proposer dans ce webinaire de 2 heures un format le plus interactif possible dans le cadre d'événements en ligne. Donc, vous allez avoir 3 temps de présentation. Donc, Benjamin va ouvrir le bal avec une présentation du volet transport, donc du cluster 5, qui se trouve au sein du pilier 2 d'Horizon Europe. Puis, comme vous le voyez, il y aura un premier temps de questions-réponses, puis une seconde présentation de la mission ville, toujours au sein du pilier 2 et toujours par Benjamin. Puis un second temps de questions-réponses. Ensuite, je vous propose une petite pause café de 5 minutes, histoire de digérer ces premiers éléments d'information. Et nous passerons ensuite donc à l'instrument du pilier 3 que je représente, donc l'EIT, que j'introduirai en quelques mots. Puis l'équipe de EIT Urban Mobility vous proposera une présentation plus détaillée de son offre, justement sur la base de l'introduction générale que je vous aurai faite. Donc, juste une petite précision sur la présentation de la KIC Urban Mobility. Elle sera conduite en anglais. Enfin, il y aura un troisième et dernier temps de questions-réponses, puis une session donc de conclusion avec quelques questions que je vous poserai pour mieux saisir ce que vous attendez à la suite de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je me lance donc dans ce webinaire et je souhaitais tout d'abord vous proposer un petit moment de questions-réponses pour apprendre à mieux se connaître parce qu'il est vrai qu'après 2 années d'événements en ligne, de webinaires, c'est peut-être difficile pour nous, organisateurs d'événements, de pleinement saisir la communauté à qui on fait face derrière nos écrans. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site Slido, à entrer le code hashtag PCN-6 Mobility ou bien à scanner le QR code qui est juste ici. Benjamin, mon collègue, va aussi vous partager dans le chat un lien qui vous permet de directement accéder aux questions. Et quant à moi, je vais partager mon écran
pour justement lancer la petite session d'icebreaker. Alors, est-ce que vous pouvez tous voir mon écran? Oui, je le vois, c'est OK, bon. merci beaucoup. Alors, je vous propose tout d'abord de nous indiquer dans quelle ville vous êtes situé, tout simplement, pour qu'on sache quelles villes françaises ou même européennes sont représentées aujourd'hui. Toulouse est en force, visiblement. Bordeaux, également la présence de Lyon, OK. OK, c'est visiblement Toulouse ce matin qui domine. Très bien. Sofia également, Bruxelles, Paris, OK. C'est intéressant de voir la représentation de Barcelone. Donc ça, je suppose que c'est les représentants, du hub south de la KIC. Rouen, très bien. Bon, bah, visiblement, le sud-ouest est en force ce matin. Bienvenue à tous et bienvenue donc à nos participants, toulousains. Lille également, très bien. Donc je vous propose de passer à la seconde question. Pourriez-vous nous dire, quel est votre profil? À quelle catégorie, professionnelle vous appartenez? Donc, êtes-vous plutôt issu du monde du privé, académique? OK. Donc pour l'instant, c'est le monde académique qui est le plus présent. Pas mal de autres, visiblement, donc des gens qui ne s'identifient pas à ces catégories. OK. Donc il semble y avoir le monde, d'entrepreneurs, de start-up, scale-up, PME, visiblement. OK, très bien. J'ai pas l'impression que les chiffres bougent encore beaucoup. OK. Bon, visiblement, beaucoup ne sont pas identifiés dans aucune des 3 catégories, donc il y a beaucoup de autres, mais ensuite, le secteur académique. Très bien. Alors je vous propose une petite question, enfin 2 encore. Nous souhaitions savoir si, vous aviez déjà, candidaté ou vous souhaitiez justement vous positionner sur l'un des 3 thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, donc à savoir, OK. Le volet donc transport du cluster 5, la mission ville, la KIC, Urban Mobility. OK, donc ça varie beaucoup. J'attends un petit peu que ça stabilise, mais visiblement d'accord. OK. Donc en premier il semble que les gens par égalité, le volet transport, un intérêt ou un dépôt pour le volet transport, aussi des non, donc des gens curieux, c'est bien. Ensuite la KIC mobilité urbaine et la mission ville. OK, OK, très bien. Je vous propose une dernière question, qui, nous permettra aussi de mieux comprendre, ce que vous attendez. Donc je vous demanderai avec un mot-clé ou 2, de nous décrire ce que vous attendez principalement de ce webinaire. Voilà, j'ai conscience que c'est un petit peu difficile de résumer, toutes vos attentes en quelques mots, mais ça nous permettrait, voilà, de comprendre vraiment peut-être ce qui vous manque encore à ce jour dans le cadre, de projection de dépôt ou de dépôt. Alors, compréhension, lisibilité, d'accord, de l'information. Prospection, éclairage, OK. Information, d'accord. Synergie des financements, vue d'ensemble, d'accord. Modalité de dépôt. OK, donc visiblement, vous voulez de l'information, de l'éclairage, de la prospection, donc plutôt un objectif de veille, si je comprends bien déjà. Ouais, des infos sur OK, les appels du cluster 5, clarification, les possibilités pour les villes, les solutions, découvrir des financements. OK, très bien. Eh bien, je pense que c'est plutôt clair, je l'espère. Donc vous venez, obtenir des informations, une vue d'ensemble sur les opportunités dans le cadre de la mobilité urbaine et du transport. Eh bien, vous êtes au bon endroit et bah, je laisse Benjamin, débuter, sa présentation.
Benjamin, tu as Merci. 15 minutes. Ouais. Alors, je vais partager mon écran. Alors, normalement, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais. OK. Donc merci Clara pour cette introduction. Donc je me présente très rapidement. Je suis Benjamin Winiger. Donc je suis le coordinateur de 2 PCN. D'un côté le PCN climat énergie et de l'autre côté le PCN transport pour lequel je suis ici aujourd'hui. Et donc avec ces 2 PCN, en fait, je couvre tous les topics du cluster 5. Donc pour commencer, je vais donc vous représenter très brièvement ce que c'est que le cluster 5. Donc c'est 6 destinations, dont 3 destinations vont plus particulièrement intéresser donc le PCN transport. Ce sont les destinations 2, 5 et 6. 5, c'est notamment tout ce qui a trait, 2, c'est notamment tout ce qui a trait avec la chaîne de valeur européenne et notamment tout ce qui va avoir comme application la mobilité. 5, on va chercher à décarboner tous les modes de transport. Et 6, on va plutôt regarder les aspects de sécurité, résilience et connectivité des transports. Donc c'est plutôt sur cette dernière destination qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc comme je le disais, la destination 6, qui est la seule destination en fait qui a encore des appels ouverts pour 2022, est une destination qui vise à fournir des systèmes de mobilité sûrs, résilients, intelligents, inclusifs, etc. pour les personnes et les biens. Et tout cela grâce à des technologies qui sont centrées in fine sur l'utilisateur. Dans cette destination 6, on a une sous-destination. En fait, c'est un chapitre dans la destination 6 qui a trait sur les systèmes de transport multimodaux et durables pour les passagers et les marchandises. Donc, les appels que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment issus de cette sous-destination. Donc cette dernière vise à la modernisation des infrastructures, notamment pour appuyer l'accessibilité, la connectivité, l'automatisation, l'impact climatique de la mobilité multimodale. Elle vise également à promouvoir la durabilité du transport des marchandises et de la logistique sur de longues distances au niveau régional et au niveau urbain. Tout cela, en fait, en réduisant les coûts externes du transport de marchandises et en augmentant l'efficacité et la résilience du réseau. Et enfin, elle vise également au renforcement des capacités de gouvernance pour la mobilité et la logistique urbaine. Donc, le premier appel, en fait, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le premier dans les 3 appels, qui vont tous se clôturer en septembre, le 6 septembre 2022, est un appel qui renvoie à la logistique et à la planification urbaine. Donc, c'est une action d'innovation. Le TRL attendu n'est pas indiqué dans le texte de l'appel, mais bon, ces notions de TRL en général assez haut. 2 projets financés à hauteur de 7 ou 8 millions d'euros. Donc, le point de départ de ce projet, en fait, c'est de dire qu'il existe des lacunes dans la collecte des données sur le transport de marchandises et notamment dans les villes. Or, ces données sont essentielles en fait pour soutenir la prise de décision en faveur des objectifs de durabilité, tels que bien sûr la neutralité climatique, la qualité de l'air, mais également la sécurité routière. Donc ce qu'on attend en fin de projet, en fait, c'est l'adoption et la transposition à plus grande échelle de solutions logistiques et de planification innovantes, une répartition optimale de l'utilisation des sols dans les centres-villes et dans la périphérie, l'amélioration de la capacité des autorités locales à gérer et à collecter les données et à valoriser ces dernières dans la planification urbaine. Le développement d'une stratégie politique globale qui inclut le transport, la logistique et l'utilisation des sols. L'optimisation des installations de transport partagé de marchandises grâce à des solutions intelligentes et innovantes. Et enfin, le développement d'un plan de logistique urbaine durable qui inclut notamment le développement de modèles de logistique et de livraison sûrs et durables dans les villes, les zones à faible émission, la collecte et utilisation des données,
la consolidation et la gestion de l'espace, les véhicules propres et alternatifs, le dialogue avec les parties prenantes et le commerce électronique. Donc, très rapidement, ces slides, vous les aurez après. Vous avez le lien vers l'appel qui est en haut. Sur le côté gauche, je vous ai mis en avant quelques points importants à prendre en compte dans ce projet. Donc, une collaboration active avec Civitas, qui est en fait évoquée pour chaque projet. Des expertises attendues en termes de SHS, une limite à proposition qui est augmentée à 70 pages. Pour certains aspects, vous avez également des liens pour aller un peu plus loin. Donc, sur le même modèle, on passe au deuxième appel qui se clôture en 2022, qui est également une action en innovation avec un TRL en fin de projet de 7-8, deux projets également financés à hauteur de 8 à 10 millions d'euros pour une clôture au 6 septembre 2022. Donc, c'est un appel qui renvoie cette fois-ci au déploiement de services de mobilité nouveaux et partagés. Donc, le but de ce projet, en fait, c'est de développer des solutions de mobilité de haute qualité centrées sur l'utilisateur et fiables afin de fournir ce qu'on appelle une mobilité en tant que service. Pour cela, donc, des solutions nouvelles doivent être explorées et déployées pour les infrastructures de transport existantes ou nouvellement conçues, et ce, afin d'accueillir des services de mobilité nouveaux et partagés. En fin de projet, on attend l'élaboration et des essais pilotes d'au moins 3 scénarios modèles commerciaux qui vont contribuer à la réduction de la congestion et de la pollution atmosphérique, la réduction du risque routier et à l'inclusion sociale et à l'accessibilité dans le centre-ville. Donc, au moins 3 villes vont devoir être incluses en tant que démonstrateurs pilotes des solutions innovantes. Et 3 villes, ce qu'on appelle suiveuses, en fait, vont devoir être également incluses pour implémenter ces solutions. Dans ces 6 villes, au moins une ville va devoir être située dans une zone qui connaît des changements économiques et sociaux rapides. D'autre part, on attend une augmentation de la part des services de mobilité nouveaux et partagés dans la répartition modale. On attend l'intégration des nouveaux services de mobilité et des services de mobilité partagés avec les transports publics et une reconception des infrastructures de transport ou amélioration, réalisation des infrastructures existantes. Donc, toujours pareil, 3 laboratoires vivants qui sont attendus, une collaboration active avec l'initiative Civitas. Il va falloir démontrer l'innovation réelle pour le contexte local envisagé, assurer un équilibre géographique, notamment via des activités de jumelage entre les villes, tout cela dans le but de ne laisser personne de côté, et également une proposition qui est limitée, dans la limite d'augmenter à 70 pages. Je passe maintenant au 3e appel qui, cette fois-ci, une action en recherche et innovation avec un TRL en fin de projet de 5-6. 3 projets qui seront financés à hauteur de 4 à 5 millions d'euros et une clôture toujours au 6 septembre. Donc, ce dernier appel renvoie au réseau multimodal et à la gestion des trafics pour la mobilité dite de porte à porte. Donc, en fait, c'est un projet qui vise à s'appuyer sur les meilleures pratiques, qui soient technologiques, non technologiques et socio-économiques, pour le renforcement des capacités de gestion des réseaux multimodaux et du trafic, afin d'assurer un fonctionnement efficace de l'ensemble du réseau de transport et pour une mobilité porte à porte sans faille des passagers et des marchandises. En fin de projet, il va falloir choisir parmi une liste de différents résultats attendus, notamment 4. Dans cette liste, il y a au choix notamment une amélioration du réseau de transport multimodal et des capacités de gestion du trafic, des échanges de données efficaces et résilients à l'échelle du réseau, des systèmes testés et validés pour améliorer la prévision et la résolution des goulets d'étranglement du réseau, des outils innovants pour optimiser les flux de mobilité des passagers et des marchandises,
De nouvelles modalités de gouvernance pour la gestion des réseaux de transport multimodal et du trafic, et ce, dans la perspective de nouvelles mesures réglementaires et politiques. Et enfin, une adoption élevée par le marché et une transférabilité des innovations à différents écosystèmes. Voilà, donc là, je viens de vous présenter donc, les 3 appels en lien avec la mobilité urbaine qui sont compris dans le cluster 5. On est en fin de programmation, donc il n'en reste plus beaucoup d'appels ouverts. Je voulais également vous très rapidement passer, je vois qu'il ne me reste pas énormément de temps, très rapidement passer sur le partenariat cofinancé DUT, Driving Urban Transition. Pour lequel, alors, je ne suis pas un grand spécialiste, c'est plutôt un de mes collègues, Pierre Pacaud, qui pourra vous en dire plus. Donc, je peux prendre tout à fait les questions aujourd'hui ou par mail, et si je ne peux pas y répondre, bah, je vous redirigerai vers Pierre Pacaud. Mais le but, c'est déjà que vous sachiez que ce partenariat existe, et notamment qu'il va y avoir des opportunités de financement pour la mobilité urbaine en lien avec ce partenariat. Donc c'est un partenariat cofinancé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un partenariat cofinancé, en fait, c'est un partenariat qui rassemble les États membres, qui négocient entre eux pour établir une sorte de feuille de route. Ils mettent des moyens financiers au pot, et la Commission européenne, en fait, agit en top-up, donc rajoute au pot qui a été décidé par les États membres. Donc c'est bien un travail collaboratif au niveau des États membres, mais les appels à propositions vont être soumis par les agences nationales avec une grande souplesse. Au niveau des règles de participation, on est sur des règles assez classiques de participation des projets européens, avec notamment 3 membres issus de 3 États membres ou associés à Horizon Europe, et des règles aussi assez standards quant à la sélection des projets européens. Pour faire bref, ce partenariat va être divisé notamment en 3 piliers, les Positive Energy Districts, les quartiers énergie positive, les Green Urban Economies, et notamment le dernier pilier qui nous intéresse, qui est le pilier de la ville quart d'heure. Donc qui en fait est un concept qui renvoie au fait que chacun dans une ville doit être situé à maximum 15 minutes de tous les services essentiels. Je ne vais pas m'attarder non plus sur cette slide, c'est simplement pour vous donner la structuration de ce dernier pilier, le pilier de la ville quart d'heure, où en fait c'est dans ce pilier qu'on va retrouver les futurs appels en lien avec la mobilité urbaine. Dans ce pilier, il y a notamment 3 grands thèmes, qui est le besoin de réduction des besoins de mobilité, la planification de la mobilité et de l'espace de façon intégrée, et enfin des espaces des espaces publics qui soient durables, accessibles, sûrs et inclusifs. Donc c'est bien dans ce chapitre-là qu'on va retrouver les opportunités de financement, et je vous ai donné un calendrier approximatif qui va peut-être évoluer des futurs appels. Donc ce sont des appels qui sont en cours de définition, dont la consultation va s'ouvrir et va courir jusqu'à mai 2022, pour une approbation de la commission d'ici juillet 2022. Les premiers calls vont s'ouvrir en septembre 2022 et la deuxième vague d'appels en février 2023. Donc vous n'avez pas beaucoup d'éléments pour le moment, mais c'est simplement de savoir que ça existe et que ça fait partie des sujets à suivre. Voilà, j'espère avoir tenu dans les temps. C'était parfait, Benjamin, pile poil. Merci beaucoup. Je vous invite, on a une petite session, là, un premier temps de questions-réponses de 10 minutes. Donc je vous invite à poser vos questions à Benjamin et à son équipe, parce qu'il y a quelques membres donc, de Tempécène qui sont présents aujourd'hui. Ouais. Donc par la fonction de chat déjà, et bon, s'il y a des questions plus spécifiques, plus détaillées, vous pouvez aussi demander à prendre la parole. Donc il y a une première question, Benjamin, qui demande qu'en est-il des AAP Horizon Europe? Alors,
je ne sais pas si tu as accès au chat, ce sera peut-être plus simple si tu connais la Ouais, nomenclature de ton cluster. je viens d'arrêter de partager mon écran parce que je ne voyais pas le chat sinon. Oui. Alors, je ne connais pas la nomenclature par cœur des appels à propositions. Il faut que j'ouvre le programme de travail. Est-ce que, monsieur Bonnel, vous aviez des questions précisément par rapport à ces appels? Bah, la question, vous ne les avez pas citées. Pour moi, ces 2 appels sont ouverts et on Oui, les a ils sont ouverts. identifiés. OK. Oui, en fait, on a fait une sélection aujourd'hui des 3 appels qui, pour nous, étaient le plus en lien avec la mobilité urbaine, en fait. Donc on a considéré que ces appels-là qui sont effectivement ouverts, il y a, alors si je me Ils trompe sont pas, plus j'en proches de la 6 logistique, appels. effectivement. Effectivement, voilà. Donc on n'avait pas le temps de présenter dans le 7 appels, effectivement, donc on a sélectionné 3. Mais effectivement, il y a 7 appels qui vont se clôturer en septembre 2022. Voilà, OK, ben merci. pas de souci. Tu as une seconde question de Benjamin, de Sophie Fauvel. Où pouvons-nous retrouver le programme du partenariat DUT afin de préparer les candidatures? Alors comme je disais, pour l'instant, tout ça, c'est encore en cours de négociation, en fait. Donc chez nous, c'est mon collègue Pierre Paco qui, en fait, est le représentant du comité de programme pour le cluster 5 et qui se retrouve impliqué dans le partenariat DUT, qui a donc des informations sur l'avancée des négociations, puisque ce sont les représentants de chaque État membre qui négocient entre eux, comme je le disais. Donc pour l'instant, tout ça, c'est en cours de négociation. Donc l'approbation de la commission, comme je disais, sera en juillet 2022, donc il n'y aura rien de public d'ici là. Et les appels, en fait, seront in fine, de toute façon, mis en place par les agences nationales. Donc c'est bien au niveau français qu'il faudra regarder. Et les drafts, comme toujours, sont pas accessibles, en fait. C'est toujours le même problème quand ce sont des programmes des drafts de négociation. C'est le même problème que pour le cluster 5. C'est pas public. Voilà. Donc, si vous avez des questions plus particulières, alors, comme je le disais, je suis pas malheureusement le grand spécialiste de ce partenariat parce que c'est pas moi qui suis impliqué dans les négociations. Vous pouvez toutefois me poser des questions où on peut prévoir à la limite je peux vous mettre en contact avec Pierre qui pourra vous apporter peut-être des éléments un peu plus concrets que je peux le faire si vous avez des questions plus précises. Pour en tout cas vous aider à anticiper. Ça, je pense que c'est tout à fait faisable. Au niveau de la prochaine question, toujours de monsieur Bonnel, on peut tout à fait candidater à plusieurs projets, plusieurs appels à propositions simultanés. Il n'y a aucune restriction là-dessus. OK, Et merci. puis, ça s'est même vu côté climat-énergie, donc mon autre chapeau, une entreprise qui a été sélectionnée pour plusieurs projets sur un même appel. Donc ça se fait. Voilà. Bon, c'est une grosse entreprise qui avait les moyens de le faire, mais elle était sélectionnée dans des consortiums de concurrence sur un même appel à proposition. Les slides seront tout à fait Ouais. accessibles. Ça, Je vous enverrai, vous recevrez à la fin de ce webinaire, lorsque le replay sera mis en ligne sur le site, je vous enverrai donc le lien où vous pourrez accéder au replay et aux slides. Oui. Et Sophie, ce que je vous conseille de faire peut-être, c'est vous aurez nos adresses mail, c'est Oui. de nous envoyer un mail au PCN ou à moi directement, et comme ça, je pourrai transférer à Pierre. Voilà, c'est le plus D'accord, facile, merci je pense. beaucoup. Pas de souci. Je peux poser une question à l'oral? Oui, bien sûr. Oui, oui, allez-y. Nous, on a un projet qu'on a déposé sur un pays A4, français, avec des partenaires français. Et on réfléchit à le positionner sur un AAP Cluster 5 en allant chercher, en fait, des territoires d'expérimentation Oui. au niveau européen, mais en restant sur un socle technologique français. Est-ce que ça peut poser problème ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher des partenaires technologiques aussi pour se positionner sur un appel de ce type? De toute façon, les conditions de base sont sur papier sont simples. Il faut avoir 3 États membres issus de 3 partenaires issus de 3 États membres ou associés différents. Donc de toute façon, les territoires d'expérimentation vont être forcément
des partenaires du projet. Donc, à partir du moment où vous remplissez les conditions d'éligibilité, c'est fait. Après, comme toujours, la commission va regarder la répartition géographique quand même des partenaires, notamment des cycles d'expérimentation, la complémentarité de ces derniers, etc. C'est sûr que si vous allez avoir un consortium qui va être uniquement composé au niveau des briques technologiques de partenaires français, je ne pense pas que ce soit un grand atout pour le consortium. Il va falloir quand même essayer d'aller chercher des partenaires d'autres pays. Voilà. Il y a Jean-Marc aussi qui est présent, je le vois, qui fait partie du PSN Transport avec moi. Jean-Marc, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas pour compléter. Oui, bonjour à tous. Je te mets un peu sur le devant de la scène. Non, mais il n'y a pas de problème. Il faudrait voir dans le détail, je rejoins ce que Benjamin a dit. Après, c'est peut-être plus des complémentarités à chercher entre ce que vous avez déjà dans le cadre du PIA 4 et de ce que vous voudriez faire à l'échelle européenne en répondant à des appels du cluster 5, plutôt qu'une simple, entre guillemets, transposition, je dirais, de ce que vous actez déjà dans le PIA 4. Ok. On a plusieurs hypothèses. C'est soit une simple transposition. En fait, on a une plateforme technologique avec des acteurs français et un territoire d'expérimentation qui nous donne qui a aussi des partenaires européens. Donc, on a l'option d'aller chercher des territoires européens en territoire d'expérimentation complémentaire. Et ensuite, on fait partie d'un pôle de compétitivité très présent en Europe, d'aller chercher des partenaires technologiques pour compléter la partie socle. D'accord. Ça, si vous voulez, on peut en reparler plus tard après ce webinaire. On peut tout à fait se faire un petit rendez-vous. Voilà. N'hésitez pas. Je note votre nom, mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on essaiera de se fixer un rendez-vous pour regarder ça un peu plus dans le détail, si vous voulez. Ok, merci, j'accepte. Je ne sais pas s'il y a une dernière question éventuellement. Ok, ça c'est Anouk du Pinville qui a apporté des éléments complémentaires. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui. Je me suis permise de répondre à Madame Fouvel sur DUT Ouais. parce que lors de la conférence plénière du groupe Miroir Ville, il a été fait une présentation sur les premiers sujets possibles de DUT pour 2022-2023. Et je pense que dans cette présentation, Madame Fouvel pourra trouver quelques lignes déjà sur les premières destinations possibles. Voilà. Merci beaucoup. Et Anouk, qui peut faire partie de ce groupe Miroir? Alors, le groupe Miroir s'adresse à tous les acteurs de la ville durable. Il traite plusieurs instruments, donc la mission ville, le partenariat DUT et aussi le nouveau BOOS européen pour le moment. Et puis, plus globalement, les appels villes sous Horizon Europe. Alors évidemment, pour la mission ville, c'est d'abord en premier lieu les collectivités, mais aussi les entreprises et les académiques pour répondre à tous les autres appels à projets adossés à la mission qui sont ouverts à toutes les parties prenantes. Et pour DUT, évidemment aussi. Donc c'est pas seulement pour les collectivités, c'est pour tous les types d'acteurs intéressés par les questions urbaines. Voilà. Donc c'est intéressant peut-être pour les acteurs qui s'intéressent à ces sujets-là de regarder un peu plus le gros miroir pour avoir accès aux informations. Tu as une dernière question peut-être pour terminer. Qu'en est-il des citoyens? Qu'en est-il des citoyens par rapport aux appels que j'ai présentés Je me demande si c'est pas par rapport à ce qu'a nous présenté précédemment. Je ne sais pas si la personne... Oui, par rapport à... Vous dites oui à moi ou à Benjamin? Vous pouvez prendre la parole peut-être, oui. Allez-y, prenez la parole si vous souhaitez. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Donc, moi, je suis responsable des projets européens à la Cité des Sciences et de l'Industrie et je voulais savoir si les liens entre les appels avec la participation des citoyens et sous quel format
Et puis aussi une autre question par rapport aux missions. Est-ce qu'il y a des liens par rapport à ça qui me semblent pas très clairs voilà. Même si c'est pas totalement l'objectif, c'est un peu périphérique. Alors la mission, je vais y venir juste après. Merci. Alors j'ai pas fait forcément de points spécifiques sur les citoyens, mais je pourrais y revenir. Sur les appels, en fait, de toute façon, c'est une volonté de la Commission européenne que d'impliquer de plus en plus les citoyens. Donc, en fait, il faut voir appel par appel, mais si on montre que on implique les citoyens dans la prise de décision, dans les impacts, etc. Enfin, il y a beaucoup de façons de les impliquer, c'est toujours une plus-value, ça c'est sûr. Notamment, les SHS aussi sont beaucoup très souvent mis en avant justement dans cet aspect d'implication des citoyens dans les appels à propositions. Donc ça, c'est clairement un sujet qui est vraiment mis en avant de manière transversale un peu partout en fait, que ce soit dans le cluster 5, dans les partenariats et dans la mission qui, de toute façon, la mission, par définition, s'intéresse à l'implication des citoyens. Ça, c'est beaucoup plus évident dans la mission. Voilà. Okay, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est clair, c'est générique, il faut voir par rapport en fait au projet individuel, mais c'est certain que les citoyens sont vraiment à avoir en tête et à inclure. Après, la façon de le faire, ça c'est à discuter. Oui, c'est très, très difficile de voir dans les appels l'implication. C'est sûr que le cluster 2, le SSH donc prend en lien tout ce volet sciences et société, donc avec l'implication des citoyens. Mais je m'aperçois qu'en fin de compte, dans tous les appels, ça devient de plus en plus technique et très, très difficile de voir comment on peut donc intégrer des appels sous le volet engagement des citoyens quand on est un musée, un centre de sciences, qu'on est dans un réseau et qu'on travaille à destination des citoyens pour les impliquer. Enfin, des visiteurs, même européens. Oui, effectivement, c'est une question. Nous, on invite régulièrement le PCN SHS pour faire un petit point sur la façon d'impliquer les SHS, mais également les citoyens dans les appels à propositions, parce que effectivement, c'est pas évident. Encore une fois, voilà, ça va vraiment dépendre d'un appel à l'autre, mais il y a tous les aspects de gouvernance, etc., qui impliquent la participation des citoyens. Bon, on peut en reparler. Je pense que le temps passe un petit peu, mais en tout cas, il faut l'avoir en tête. Si vous avez un appel en tête, pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous et on creusera un peu plus. On peut inviter le PSN SHS, le cluster 2 là-dessus, et on voit ensemble ce qui est possible de faire, quoi. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je passe au niveau des missions. Clara? Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je repartage mon écran. Donc, je passe maintenant à la présentation de la mission ville. Donc, sachez également du coup qu'il y a Anouk Delanoë qui est présente aujourd'hui. Donc, c'est moi qui fais la présentation, mais Anouk est au moins aussi informée que moi, voire plus informée que moi sur la mission ville, faisant partie du PIN-Ville, du point d'information national ville, et qui est par conséquent très impliquée aux côtés de Pierre Paco dans la mission ville. Donc simplement pour rappeler que dans le cluster 5, on couvre notamment 2 missions. Donc la mission adaptation au changement climatique, transformation sociétale, c'est une mission donc, qui est plutôt couverte par le PCN Climat Énergie, dont je fais partie, et dont l'objectif, en fait, c'est d'accompagner 150 régions à être adaptées au changement climatique et aux risques qui en découlent d'ici 2030. Et ces régions vont paver la voie pour que toutes les régions soient, in fine, adaptées face aux risques du changement climatique qui sont inévitables.
La deuxième mission donc, qui est couverte, qui est incluse dans le cluster 5, c'est bien la mission ville, dont l'objectif est de soutenir 100 villes pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2030. 100 villes qui doivent également paver la voie pour en fait, l'ensemble des villes européennes qui doivent atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, puisque c'est l'objectif de la Commission européenne et du Green Deal que d'atteindre la neutralité climatique en Europe d'ici 2050. Donc c'est sur cette mission qu'on va se focaliser un peu plus aujourd'hui pour parler de mobilité urbaine. Donc ça, cette slide, c'est ce que je viens de vous évoquer. J'ai simplement mis également des liens sur lesquels vous pourrez cliquer comme vous aurez la présentation. Notamment le plan de mise en œuvre, le Implementation Plan de la mission ville, qui est en fait le document de référence qui explique les objectifs, le pourquoi, le comment et le vers quoi on espère aller avec cette mission, et où il y a tout l'aspect citoyen, pour le coup, qui est développé. Donc là, vous aurez des éléments, j'ai plus en tête exactement le nombre de pages, c'est peut-être une 40aine de pages. C'est pas si long, c'est pas si compliqué honnêtement, c'est en anglais par contre, je crois pas qu'il existe une version française. Mais c'est vraiment intéressant pour quiconque s'intéresse à la mission ville, il faut, je pense, l'avoir lu. Également le kit d'information pour les villes, l'infokit, qui a pratiquement toutes les informations en fait utiles pour les 100 villes. Et le programme de travail mission 2021-2022. Voilà, où vous aurez le texte des appels qui sont pratiquement tous clôturés, sauf un que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, la mission ville, en fait, elle se découpe en deux volets. Deux grands types d'activités, dont le premier, c'est en fait répondre directement au premier objectif, qui est d'accompagner 100 villes pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2030. Donc ces villes doivent servir de pôle d'expérimentation et d'innovation afin de permettre à l'ensemble des villes européennes de pouvoir également devenir climatiquement neutres d'ici 2050. Et donc là, je l'ai mis. Pour cela, les villes vont devoir impliquer de façon étroite les citoyens dans leur parcours vers la neutralité climatique. L'élément central de cet engagement des villes, en fait, c'est un contrat qui va être signé entre les collectivités sélectionnées et la commission, en fait, à travers la plateforme de la mission qui est en cours de mise en place et qui va être gérée par le consortium qui, lui, pour le coup, est déjà en place de Net Zero Cities. C'est un contrat qui ne va pas être juridiquement contraignant pour la ville, mais qui s'est plutôt vu comme un contrat, comme une obligation un peu morale et politique de la ville, notamment vis-à-vis de ses citoyens, en fait, de respecter l'engagement de neutralité climatique, et qui va détailler cet engagement. Au niveau du calendrier, donc l'appel à manifestation d'intérêt a été publié en novembre 2021 et les villes en fait viennent tout juste d'être sélectionnées. La liste a été publiée la semaine dernière. La liste des 100 villes, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a 100 villes européennes plus 12 villes issues des États associés à Horizon Europe. Donc il y a en fait 112 villes sélectionnées. Au niveau français, on a eu 9 villes sélectionnées, ce qui est très bien puisque on fait partie des pays qui ont eu le plus de villes ou métropoles sélectionnées. Donc c'est Angers, Loire Métropole, Bordeaux Métropole, Dijon Métropole, Dunkerque, Grenoble, Alpes Métropole, Lyon, Marseille, Nantes Métropole et Paris. Donc ces villes qui ont été sélectionnées vont être accompagnées en fait en plusieurs vagues via une contractualisation en plusieurs temps par la plateforme de la mission. Donc c'est un processus sur le long terme. Donc c'était simplement pour vous donner quelques informations au niveau de ces 100 villes. La deuxième activité, donc en parallèle de ces 100 villes qui ont été sélectionnées, c'est tout simplement le programme de travail 2021-2022 de la mission, qui se rapproche d'un programme de travail plus classique auquel on est habitué avec le cluster 5.
Donc, c'est un programme de travail qui vise surtout les villes, mais également toutes les entités en fait qui sont pertinentes, notamment celles qui viennent en appui des villes, que ce soit agences, structures techniques, organismes de recherche, etc., orientées villes. Donc, comme je disais, la plupart des appels en fait, du programme de travail mission pour la mission ville sont clôturés, sauf un dernier appel, le seul appel 2022, qui se clôture en septembre. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est un appel qui s'adresse, qui inclut la mobilité urbaine. Donc, c'est une action en innovation. 4 projets seront financés à hauteur de 42 millions d'euros et une date de clôture également fixée au 6 septembre prochain. Donc, avant toute chose, il y a des conditions de participation, d'éligibilité un peu plus précises pour cet appel. Notamment, les villes qui vont vouloir candidater devront avoir ou être en préparation d'un plan de mobilité urbaine qui soit donc préparé ou en cours de préparation. D'autre part, la collaboration avec la plateforme des missions sera essentielle. Et les villes vont devoir s'assurer que les dispositions appropriées et les ressources appropriées pour mener les activités soient en place. Et tout ça, ça devra être formalisé dans un plan de travail formel. Donc, toute cette collaboration avec la plateforme de la mission devra être également formalisée via la plateforme Civitas, l'initiative Civitas, et ce, au plus tard, dès que possible, en fait, après la conclusion, la date de départ du projet. Donc, au niveau de l'objectif qui est poursuivi avec ce projet, en fait, c'est de permettre l'augmentation des niveaux de mobilité active, en particulier donc la marche et le vélo, afin de faire face à la multitude des défis démographiques, environnementaux et de santé publique auxquels fait face l'Union européenne, notamment, donc, on pense au changement climatique, à la mortalité routière, à l'urbanisation, la qualité de l'air, l'obésité et le vieillissement de la population. En fin de projet, ce qu'on attend en fait, c'est que donc les projets aient contribué aux objectifs de la mission par la promotion d'une mobilité zéro émission, partagée, active et centrée sur l'humain. Donc, pour cela, les projets doivent avoir accéléré l'adoption. Je suis un peu perdu. Donc, pardon. Les projets doivent avoir accru l'ampleur et la rapidité de l'adoption à plus grande échelle des solutions de mobilité urbaine, abordables et durables, fondées sur les meilleures pratiques et reproductibles dans les laboratoires vivants impliqués dans la proposition. Donc, au moins 4 laboratoires vivants, donc 4 villes vont devoir être impliquées comme villes phares, plus 4 villes suiveuses. Donc, c'est le même principe, 4 villes qui vont devoir s'inspirer du modèle des 4 villes principales. Et le choix de ces villes va devoir être fait en tenant compte de la diversité géographique, y compris en termes de niveau de développement des régions. Donc, les projets vont devoir également prévoir des solutions pour au moins 10 zones dangereuses, laboratoires vivants dans des zones urbaines, périurbaines, en utilisant des approches innovantes de planification, de conception et de mise en œuvre. En parallèle, les projets vont devoir aborder les risques potentiels soulevés par l'augmentation prévue du nombre de cyclistes et de scooters, rééquilibrer l'attribution de l'espace public aux différents modes de transport et prendre en compte des principes de l'économie circulaire, de l'adaptation au changement climatique et les synergies intersectorielles. Voilà, donc c'est un résumé très succinct de l'appel à projet qui est assez long. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que je suis un peu en avance. Oui, c'est un peu en avance, mais c'est pas grave. Écoute, c'est Voilà. parfait. Merci beaucoup, Benjamin. Je peux mettre, je mets ça en fond d'écran. Je ne sais pas si, donc ça c'est simplement pour nous contacter, mais de toute façon vous l'aurez, je crois, à la fin des slides
de Clara également, donc nos adresses et notre site internet, etc. Voilà, je ne sais pas Merci s'il y a des beaucoup, Benjamin. questions. Je dois arrêter de partager mon écran. Voilà. Tu as une première question. Est-ce qu'il y a un contrat entre la ville et la commission pour ce dernier volet? Alors, le dernier volet étant le dernier appel. Ah, le dernier volet, c'est quoi? C'est le... Est-ce que vous pourriez, si vous voulez, prenez la parole, Antonia? On vous voit Oui. pas et on vous entend pas. Mais on voit que l'écran a La été partagé. caméra est allumée, ouais. Bonjour, en fait, je voulais savoir s'il y a un contrat pour ce que vous avez présenté à la fin, alors où il y a la clôture pour le 6 septembre. Donc, dans le dernier appel. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que... Alors, il n'y a pas de contrat avec la commission, c'est un appel à proposition standard. Ah, Donc, d'accord, ok. c'est voilà, selon les règles d'éligibilité standard, donc 3 États membres, issus 3 partenaires, issus 3 États membres associés, etc., etc. Par D'accord. contre, il y a une formalisation de l'implication des villes au travers de la plateforme Civitas et de la collaboration avec la plateforme de la mission. Voilà. Mais c'est pas un contrat avec la commission. Merci. Au niveau des 100 villes sélectionnées, donc en fait, ce que la commission dit, pareil, hein, Anouk n'hésite pas à venir en support de ce que je dis ou en complément. Au niveau des 100 villes, en fait, certes, il y a 100 villes qui ont été sélectionnées d'ici 2030, mais le but de la Commission européenne, en fait, c'est que le plus de villes possible suivent le processus, enfin, soit impliquées et visent à la neutralité climatique. Donc, s'il y a bien 6 villes, s'il y a bien 100 villes qui ont été sélectionnées, qui vont bénéficier d'un accompagnement plus précis, en fait, les autres villes vont également pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services pour pouvoir également faire un bout de chemin de leur côté, s'inspirer de ce qui est fait dans les 100 villes phares, etc. Donc, je pense que ça, c'est encore à définir au niveau notamment de la plateforme de la mission, quels sont les services exactement qui seront fournis. Mais ce qui est sûr, c'est que, outre le focus sur les 100 villes, le but, c'est que toutes les villes suivent un peu le mouvement, en fait. Enfin, le plus de villes possible. Voilà. Merci. Est-ce que je peux juste poser Oui, une bien sûr. question complément? Est-ce que c'est envisageable dans ce cas-là de... il faut que j'aille voir sur la plateforme Civitas, mais est-ce que c'est possible de s'inscrire sur cette plateforme? Enfin, comment on fait les mises en relation? Est-ce que vous préconisez des choses? Enfin, ça tout reste dépend de l'application de la ville, ce que vous avez en tête. Déjà, ce qui pourra, a priori être fait, c'est déjà d'attendre que tout soit un peu lancé, parce que la plateforme, etc., pour l'instant, il y a le Net Zero Cities, le consortium qui est déjà formé, mais qui va être complété par un appel qui a été lancé en 2021. Donc voir un peu ce qui est mis en place et quels seront les services qui seront déjà offerts aux villes par rapport à ce que vous projetez de faire. Donc je ne sais pas, Anouk, qu'est-ce que tu conseillerais à des villes qui pourraient vouloir également s'impliquer mais qui n'ont pas été dans les 100 villes sélectionnées? Alors, rebonjour. Donc pour les villes qui ont candidaté à l'AMI des 100 villes et qui n'auraient pas été retenues, elles continueront d'être impliquées dans le groupe Miroir, pour celles qui y sont déjà. Pour celles qui n'auraient pas candidaté et qui souhaiteraient s'inclure dans la démarche, il faudra déjà se rapprocher du groupe Miroir et puis suivre les activités donc, de la plateforme de mission Net Zero Cities, essayer de répondre aux appels à projets du programme Mission qui vont continuer à s'ouvrir. Donc là, le dernier ouvert, c'est l'appel sur la mobilité urbaine, mais il y aura d'autres appels. Et également
la suite de l'AMI, c'est également 2 appels, un appel à pilote, puis un appel à jumelage dans les mois à venir, ouvert à toutes les villes, donc y compris celles qui n'auraient pas été sélectionnées parmi les 100. Et pour avoir des détails sur ces appels, alors là, c'est compliqué de vous les envoyer dans la conversation. Je vais essayer de vous envoyer un lien pour comprendre ces deux prochains appels qui sont ouverts aux autres villes. Et pour répondre à la deuxième question sur le contrat climat-ville, le contrat de ville climatique, donc ça concerne évidemment les villes qui sont retenues pour faire partie des 100 villes climatiquement neutres à l'horizon 2030. Est-ce qu'au-delà de l'accompagnement et de l'engagement moral, il y a un financement complémentaire attendu de la part de la Commission? Pour les villes qui sont concernées, évidemment, c'est la plateforme Net Zero Cities qui vous informera de l'élaboration de ce contrat de ville climatique. Et en fait, avec Net Zero Cities, vous allez concevoir un plan d'investissement dont les sources financières proviendront de différents acteurs privés, publics. Ce ne sera pas un financement direct de la Commission, ce sera vraiment un plan d'investissement réfléchi pour chaque ville. Voilà, et différent d'une ville à l'autre. J'espère que c'est assez complet pour les prochains appels villes. Donc, un appel à pilote qui ouvrira en septembre de cette année. Et une fois que les pilotes sélectionnés, il y aura l'ouverture d'un appel à jumelage pour jumeler des villes avec les villes pilotes sélectionnées. Et cette fois-ci, ce sera début juin 2023, dans un an. Voilà. Merci Anouk. Merci. Il nous reste quelques petites minutes avant de passer à la petite pause café, mais est-ce que quelqu'un a encore une question éventuellement à poser à Benjamin ou à Anouk ou à son équipe PCN? J'ai pas l'impression. Bien écoutez, ce que je vous propose, c'est du coup de démarrer un peu plus tôt cette petite pause. Donc je vous propose de se retrouver à 11h05 pour reprendre. Ah, si, il y a une question. Auriez-vous des infos sur les AAP déjà passés du cluster 5 et donc maintenant clôturés, notamment en termes de nombre de propositions reçues? Donc là, c'est sur les résultats, Benjamin. Oui, pour les appels 2021, on a un certain nombre d'informations, je ne les connais pas par cœur non plus. Alors, je ne sais pas quel type d'informations. Oui, nombre de propositions reçues. Oui, la commission donne ce genre d'informations au RCP. Donc, c'est Pierre Paco. Pareil, je vous propose, là, je ne les ai pas sous les yeux, je ne peux pas vous le dire, sachant que il y a quand même pas mal d'appels. Vous pouvez nous envoyer un mail et je verrai quelles sont les informations qu'on peut vous transmettre qui pourraient vous intéresser. Si c'est sur un appel précisément auquel vous auriez postulé, que vous voulez savoir combien de personnes ont peut-être candidaté sur le même appel, je ne sais pas ce que vous aviez en tête. En tout cas, oui, on a ces informations-là. Ouais. Si je peux intervenir, je pense que c'est une info pour tous les participants et qui peut être intéressante. Si vous allez sur le portail de la commission, en fait, sur la page de chaque appel, tout en bas de la page, vous retrouverez en fait ces chiffres. Vous retrouverez le nombre de propositions qui ont été déposées et pas uniquement au niveau de l'appel que vous regardez, mais au niveau de la destination complète. Donc vous pouvez retrouver ça, toutes ces infos, en tout cas le nombre d'appels, le nombre de propositions reçues est publié assez rapidement. Donc là, pour vous donner un exemple, les appels qui ont été clôturés le 26 avril, la semaine dernière, la commission a publié le 2 mai sur le portail ces chiffres-là. Donc vous y avez déjà accès. Oui, en fait, c'est vrai, j'avais oublié, il faut aller sur le portail Funding and Tenders, vous allez sur n'importe quel appel à proposition de la destination de la vague d'appels que vous visez, et en fait, il y aura le nombre de projets déposés pour tous les appels de cette même vague. Voilà. Donc c'est vrai que vous avez les informations là directement en fait. Voilà. Ok, très bien. Bien, je vous propose de passer à la petite pause café. Et rendez-vous donc à 11h05 pour parler EIT et EIT Urban Mobility. À tout de suite. Rebonjour à tous.
Donc je suis de retour pour passer, je vous propose de passer tranquillement donc, à la seconde partie de ce webinaire qui sera donc sur l'EIT et plus particulièrement sur EIT Urban Mobility. Donc je vais débuter avec une petite présentation de 10 minutes sur l'EIT. Puis je laisserai la parole à Jordi et Flavio qui vous présenteront donc plus particulièrement l'offre d'EIT Urban Mobility. Alors, je vous partage mon PowerPoint. Est-ce que vous pouvez juste m'indiquer si vous voyez bien mes slides? Parce que je n'ai pas accès au chat ni rien. Donc, OK, merci. Donc, je vais effectivement vous parler de l'EIT et de ces fameuses KIC, donc les communautés de la connaissance et de l'innovation. Donc, l'objectif de ma présentation aujourd'hui est assez simple. Donc, ça va être une présentation, somme toute, assez classique, en 2 temps, l'EIT, puis les KIC. Mais ce sur quoi j'aimerais vraiment insister dès à présent, c'est l'objectif de cette courte introduction pour moi, qui est de vous donner vraiment les clés de compréhension de cet instrument du pilier 3 d'Horizon Europe. Parce que c'est vrai que je le constate en étant PCM, lorsqu'on parle EIT, bien, déjà c'est un outil qui est malheureusement trop peu connu à ce jour, et parce qu'il a son propre mode de fonctionnement, il fonctionne en tant qu'entité légale indépendante, il a ses propres règles quelque part, il semble, à tort, un peu trop complexe. Donc malheureusement, certains peuvent être un petit peu découragés de se lancer dans tout ça. Eh bien, l'objectif de ma courte présentation est de vous montrer que non, ce n'est pas si sorcier que ça, il suffit juste de comprendre les bases. Donc comme vous le voyez, l'EIT se situe dans le 3e pilier d'Horizon Europe, donc un pilier qui se nomme Europe plus innovante et qui, comme vous le savez peut-être, a l'objectif de soutenir le développement d'innovations dites de rupture surtout. Donc lorsqu'on parle pilier 3, très généralement, en fait, on parle Conseil européen de l'innovation, qui est, c'est vrai, l'instrument qui a été un petit peu porté dans le cadre d'Horizon Europe et de ce pilier 3, qui est donc l'outil qui propose des solutions en termes de financement, que ce soit sous la forme de grant ou d'equity. Donc, vous vous dites: «Mais pourquoi elle nous parle EIC alors qu'on parle EIT?» Eh bien, en fait, je vous parle EIC pour bien vous montrer la complémentarité, en fait, entre ces 2 instruments, donc entre l'EIC et l'EIT. Parce que c'est vrai que même des membres de la communauté, de recherche et d'innovation m'approchent parfois et confondent ces 2 instruments et ne comprennent pas bien leurs différences. Si vous voulez, la philosophie derrière l'EIT, c'est vraiment de se dire: «OK, en fait, c'est super d'avoir pensé à un outil tel que l'EIC qui propose des solutions en termes de financement et des tickets de financement assez importants. Mais encore faut-il que nos entreprises, elles puissent vraiment s'insérer au sein d'écosystèmes. Elles puissent s'y développer et croître complètement sereinement». Et c'est bien là l'objectif, si vous voulez, de l'EIT, de proposer en fait des écosystèmes au sein desquels nos entreprises vont pouvoir s'insérer et croître. Donc, en parlant de l'EIT, personnellement et systématiquement lors de mes webinaires, moi j'aime bien revenir à l'origine de cet instrument pour bien en comprendre son objectif. Donc l'EIT a été créé en 2008 dans un contexte de crise financière et à l'époque, la Commission européenne donc, avait souhaité créer cet instrument pour permettre de véritablement accélérer la transformation de la recherche en innovation, pour booster l'émergence de produits, services et processus innovants et vous l'aurez compris, in fine, booster notre compétitivité et la croissance de notre tissu d'entreprise européenne. Donc, l'objectif clé, il est posé. Comment le mettre en œuvre? Eh bien, l'EIT a décidé de mettre en œuvre cet objectif justement par le biais de ces fameuses KIC, donc ces Knowledge and Innovation Communities, communautés de la connaissance et de l'innovation, qui sont donc des écosystèmes d'innovation durablement ancrés, thématiques, on le voit à l'image de la KIC Urban Mobility qui est présente aujourd'hui, et qui vont être vraiment quelque part les bras de l'EIT, les composantes opérationnelles. Donc l'objectif est posé
la méthode de mise en œuvre également, quelle est l'approche choisie maintenant. Si vous voulez, l'EIT a demandé à ce que les KIC appliquent une approche méthodologique qui est vraiment clé pour cet instrument, à savoir celle du triangle de la connaissance. Le triangle de la connaissance, en soi, c'est assez simple, il suffit d'articuler 3 points. Si vous voulez, partons du premier point qui est l'éducation. Chaque KIC va devoir proposer un panel de formation initiale ou continue pour booster la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation, toujours au sein du secteur thématique de la dite KIC. Dans le volet recherche, l'idée est de soutenir des projets de recherche collaboratifs généralement jusqu'à une phase d'exploitation commerciale possible du produit ou service. Et enfin, via le volet innovation ou business creation, la KIC va là proposer plusieurs programmes de financement et de services d'accompagnement pour soutenir les startups, scale-up, PME. Donc, si on reprend l'image du triangle, il y a vraiment une idée de triangle vertueux. Parce que lorsqu'on forme à l'entrepreneuriat, lorsqu'on booste cette culture de l'entrepreneuriat, de l'innovation, on amène à l'émergence de projets de recherche qui, in fine, peuvent se transformer en création d'entreprises. Donc, vous l'avez compris, je l'espère, il y a vraiment une relation entre l'EIT qui chapeaute ces fameuses KIC. Et ce qui amène en fait à 3 différents types d'appels qu'il faut avoir en tête lorsqu'on appréhende cet instrument. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle les EIT Call for a New KIC. Ce sont tout simplement des calls donc, gérés par l'EIT, ouverts à toute la communauté de recherche et d'innovation en vue de constituer une future KIC. Donc, vous l'imaginez, il n'y a pas des KIC qui sont créés tous les 6 mois ou toutes les années. C'est vraiment le résultat d'orientation politique de la Commission européenne. Par exemple, dans le cadre d'Horizon Europe, 2 KIC vont voir le jour, une KIC industrie culturelle et créative en 2022 et une KIC Water en 2026. Il y a ensuite ce que l'on appelle les EIT Call for Grant. Donc là, ce sont des calls gérés par l'EIT qui sont ouverts aux KIC seulement sur la base de leur business plan. Alors, si vous voulez, il faut imaginer que les KIC vont préparer leur business plan, c'est-à-dire les programmes en fait, d'activités qu'elles vont proposer autour de ce fameux triangle de la connaissance. Elles vont le préparer et en fait, elles vont se tourner vers l'EIT sur une base annuelle. Et l'EIT va procéder à une évaluation et ensuite allouer des fonds pour permettre en fait à l'EIT, à la KIC, de mettre en œuvre ce fameux business plan, ce programme. Donc vous vous dites, oui, mais si c'est ouvert aux KIC seulement, quel est l'intérêt pour nous? Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque ces mêmes KIC élaborent ces business plans, beaucoup et de plus en plus ont recours en fait à des phases de consultation publique. Donc elles vont se tourner vers la communauté. Elles vont soit proposer d'établir les grandes orientations stratégiques, elles vont leur demander aussi de soumettre des propositions de projets qui pourraient être retenues si le business plan est validé. Donc c'est vraiment un élément de veille intéressant, je trouve, à avoir. Et enfin, il y a ce que l'on appelle les EIT KIC Opportunities. Donc c'est ce qui va émaner de la catégorie d'appels précédente. Une fois que le budget a été alloué de l'EIT à la KIC va proposer donc ces fameux programmes, ces activités à ses partenaires, mais aussi aux non-membres. Je reviendrai sur cette question de membres. Donc, vous l'aurez compris, les KIC, ce sont des entités légales indépendantes. Il y en a actuellement 8. Et l'objectif est de vraiment constituer un écosystème qui soit le plus représentatif possible de la réalité de cette même thématique abordée. Donc, on va trouver aussi bien des acteurs privés, des startups, scale-up, PME, des grands groupes industriels dans les partenaires membres, mais aussi des universités, des organismes de recherche. Chaque KIC va suivre également dans l'organisation de son écosystème, une répartition géographique quasi identique d'une KIC à l'autre. Donc, chaque KIC a un siège, va avoir ce que l'on appelle des co-location centers ou des innovation hubs. Donc, il s'agit là de bureaux régionaux, si vous voulez, qui sont basés dans un État membre et qui regroupent à eux seuls un État membre ou une partie d'État membre. Donc là, si vous avez bien écouté mon introduction, vous reconnaissez du coup la distinction entre Flavio et Jordi. Flavio représentant l'Innovation Hub West et Jordi l'Innovation Hub South, parce que la France, pour cette KIC, est partagée entre deux bureaux régionaux quelque part.
Il y a également ce que l'on appelle les RIS Hubs, donc ce sont des bureaux dédiés principalement à la mise en œuvre de l'initiative dite RIS, que j'expliquerai après. Et enfin, il existe 2 hubs internationaux répartis. Donc, il y a un hub à Tel Aviv et un second à la Silicon Valley, et qui sont répartis entre toutes les KIC en fait. Donc, vous l'aurez compris, chaque KIC est thématique. Elle a donc une mission clé, celle d'apporter des solutions à des défis, des stratégies clairement identifiées dès la formation de son consortium, en articulant le triangle de la connaissance. Un dernier point sur lequel il est important d'insister, qu'il faut avoir en tête et qui fait toute la particularité de cet instrument, c'est que chaque KIC va être régi par le principe de cofinancement dégressif. Si vous voulez, lorsqu'une KIC est créée, elle va passer un contrat avec l'EIT. Et si vous voulez, le deal est que ce contrat est établi pour une durée maximale de 15 ans. Et en signant ce contrat, l'EIT va dire à la KIC, OK, bah, sur tes premières années, vu que tu es nouvelle, bah, je vais financer tes activités à 100%. Mais on se met d'accord, il faut que progressivement, tu mettes en place des mécanismes qui te permettent de devenir pleinement viable d'un point de vue financier, d'être autonome, pour qu'à la fin de ce contrat des 15 ans, la KIC fonctionne par elle-même sans les financements de l'EIT. C'est ce qui fait que les KIC vont proposer des différents niveaux de membership fees, donc des formats d'adhésion. Elles vont aussi proposer des mécanismes de retour sur investissement, notamment dans leur programme d'innovation Business Creation. Donc cette dernière slide pour vous présenter en quelques mots ce que vous pouvez attendre, systématiquement ce que vous retrouverez au sein de chaque KIC et que Flavio et Jordi approfondiront après. Donc déjà, systématiquement, vous allez avoir ces 3 programmes dont je vous ai parlé qui sont le reflet du triangle de la connaissance. Donc des programmes éducation, des formations à l'innovation, à l'entrepreneuriat, un pilier Research and Innovation ou Innovation. Le nom varie d'une KIC à l'autre, mais en gros, c'est des projets collaboratifs principalement. Et enfin, un pilier entrepreneuriat, business creation, qui va proposer plusieurs formats de soutien et de financement. J'insiste sur un point pour bien ressouligner en fait la différence et la complémentarité avec le lycée, c'est que une des énormes valeurs ajoutées des KIC, c'est vraiment leur expertise et en fait vraiment leur service d'accompagnement au business, à la business acceleration de l'entreprise, qui est une vraie complémentarité donc avec le lycée qui est vraiment le phare en termes de financement. Il y a un autre programme commun à toutes les KIC qui va là travailler à garantir un égal développement des écosystèmes d'innovation. Il s'agit du RIS, du Regional Innovation Scheme, qui va travailler en fait à développer les capacités d'innovation dans les pays et régions qui sont catégorisés comme modestes ou moderate innovators. Point intéressant à noter parce qu'en France, nos régions ultrapériphériques sont éligibles. Enfin, il y a ce que l'on appelle les cross-KIC activities, donc il y en a beaucoup. Ce sont des activités menées par plusieurs KIC ou toutes les KIC selon leur agenda stratégique. Et je vous en donne l'exemple d'une ici aujourd'hui, donc le Higher Education Initiative, donc qui est une cross-KIC partagée par toutes les KIC, qui va là travailler toujours à booster la question de la création d'un écosystème d'innovation, mais cette fois-ci à l'échelon d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc voilà, je vous ai posé les premières clés de compréhension de l'EIT et d'une KIC. Et sans plus attendre, je laisse la parole donc à Jordi et à Flavio qui vont vous montrer comment cela ça peut s'appliquer à l'échelle de EIT Urban Mobility. Jordi, you can start and Flavio as well. Thank you, Clara. Can you hear me? Yes. Okay, so I will speak on behalf of our organization. So it's only me speaking. First of all, well, thank you for inviting us and for inviting the EIT Urban Mobility to present in this webinar. Let me start sharing my screen. Can you see it? Yes, I can see it. Yeah. Okay, and let me apologize for not delivering this presentation in French. I'm really sorry, but I don't feel I can do it in French. So my apologies. So
my presentation, as Clara introduced, is going to be focusing in two main parts. The first one, I will try to explain you the EIT Urban Mobility, this new KIC focused on urban mobility and the way we work and how we are organized. And in the second part of my presentation, I will focus much more on the funding opportunities within our own programs. Just a reminder, Clara already introduced it quite well, and she explained it much better than me. We are just one knowledge and innovation community, so we are a kind of spin-off of the European Institute of Innovation and Technology. We are a mission-based and impact-driven community that we try to tackle one societal challenge, that is urban mobility, and we are one of the youngest KICs of the EIT Urban Mobility. We were born in 2019, so it's just we are 3 years old. And now moving to our own organization, the EIT Urban Mobility. We are, as I said, an innovation community. We engage with people, we connect communities, and we accelerate market opportunities. And we aim to become the largest innovation community in the field of urban mobility. As Clara said before, we are receiving funds from the EIT, and then we are allocating these funds in different activities and programs that I will explain to you later. So, well, we work as quite similar to the other KICs. So we look for an integration of the knowledge triangle, but we also try to integrate cities in this triangle to foster synergies and collaborations around the most pressing city challenges. Our objectives are to improve the quality of life in cities, to mitigate climate change, to boost competitiveness of European cities, and to create high-quality jobs in urban mobility. And to do so, we do have 5 main programs, are those that appear on screen now, and we allocate the budget we receive from the EIT to the activities of these 5 main programs. Business creation is our program that deals with entrepreneurs, innovators. We support startups, scale-ups, SMEs in creating business out of innovations. Then City Club is our network of cities, our club of cities. It works quite similar to other existing European networks like Polis, Eurocities, ICLEI. So it's a club where public authorities can share their experiences in innovation in the field of urban mobility, and the City Club is at the core of all of our activities. They define our strategic agenda, and they help us in prioritizing our activities and the challenges. Then Academy is our program that
deals with universities and research centers. Their aim is to close the knowledge gap, and to do so, they support universities and research centers in creating knowledge and training opportunities for different target groups. Then the innovation program is the program where we allocate most of our funding. The innovation program aims to support innovation through innovation projects, supporting co-creation of new solutions and products, fostering the collaboration of different kind of stakeholders. And last but not least, Factory, our program that takes the most of the solutions that are produced in the other 4 areas, the other 4 programs, and they try to scale up those solutions globally and to other urban environments. So, well, as I said before, we are an innovation community. We do have now over 250 partners. We integrate the different key players in the urban mobility ecosystem across Europe, the most innovative cities, industry partners, startups, and also universities and research centers and institutes. We are organized in 5 innovation hubs based in different cities across Europe. France can benefit from the networking opportunities and the services that 2 of these hubs are offering. On the one hand, Innovation Hub West, that is based in the Netherlands, and Innovation Hub South, that is based in Barcelona. And just to give you an example, some important French cities and metropolitan areas are already members of our innovation community and are active partners in many of our projects, like the city of Paris or the Métropole du Grand Paris, Eurométropole Strasbourg, or Toulouse Métropole. And well, that was just a brief overview on our organization and how we are organized. And now, please let me focus much more on the funding opportunities within our programs. I will try to give you just an overview of our funding opportunities. As you are going to see, there are plenty of them, so I won't have time to focus on each one of them. So please, if you do have any question, do not hesitate to contact Clara or me directly, and we will try to give you all the information available. So starting by the funding opportunities that our innovation program offers. The innovation program co-creates ideas that lead to the proposal of projects in response to their annual call for proposals. That is focused in the demonstration of new solutions, new products, new services, new business models in real life environments, always with the aim of creating commercial value. This is an overview of the call of this year that closed last week on the 28th of April. Well, this is just a summary of the main characteristics or requirements of the call.
These kind of requirements remain quite similar every year. So if you take a look at the call documents, I'm sure that you will have plenty of information to get prepared or to get ready for next year call. But well, just to give you some important information, this year we were co-funding two different types of projects with a co-funding of 32%. We were looking for consortia that include cities as a mandatory requirement. The role of cities in these innovation projects is to act as a demonstration site. So to host a pilot of an innovation product or service during the project lifetime. As you can see, those innovation projects are not as long as under the Horizon Europe calls. We look for shorter and agile projects with a duration of between half a year and a year and a half. And well, I recommend you to visit our website, download the call documents, and take a look at the whole call, because you have all the information there. Besides that, the innovation program also offers co-funding for innovation pilots through the Raptor program. Raptor aims to address niche city challenges, connecting cities with the right innovators that can offer a suitable solution for their challenges. In this program, we help cities in identifying their specific city challenges. We support them in drafting high-quality challenge statements, and we manage a call for innovators. Is a challenge-based competition where innovators present their marketed solution, trying to address the challenge described by the city. Then moving to another program, the Business Creation program that, as I said before, aims to support entrepreneurship. And they do it through different programs. For instance, the Accelerator program, where they offer equity-free funding to startups, also technology and market validation. And the Accelerator program is organized around different topics of interest. And the Accelerator program on urban air mobility is led by a French partner, by Toulouse Métropole. Then Finance to Move, where they offer grants in return to equity up to 60K for each startup participating in this program. Go Global, where they support startups to internationalize. And Scale Up Hub, a program where they offer mentoring and support to scale, and they co-fund pilots between a city and a startup, or a corporate private company and a startup. Then moving to another of our programs, the Academy program. They have launched this week the first call for Academy for the business plan 2023-2025. Our Academy program consists of three main areas: the Master School, the Doctoral Training Network, and the Competence Hub.
and the co-funding available in this call that is already open is around €1.5 million between these three main areas. And now moving, let's say, outside our 5 main programs, at EIT Urban Mobility, we also offer support to our partners, but not only, to the wider European innovation community to access to non-EIT funding. We do have what we call the action and interest groups that have the aim of identifying additional funding opportunities, and we support stakeholders in applying for funding opportunities at other scales, no, at regional level, national level, or even local level. Initially, the focus of these EIG groups is on EU level calls, including Horizon Europe, Interreg, or Connecting Europe facility. And how does it work? We do have an expression of interest form always open on our website, and there you can check which funding calls we are working right now, and if one of them matches with your interest, you can submit your expression of interest, and someone from the action and interest group will contact you and will explore with you the collaboration opportunity. Another example of supporting to access to non-EIT funding is our participation in the Net Zero Cities project that also Clara mentioned before. We are part of the consortium managing this project that is, let's say, the initial step towards the mission for cities. And within this project, we are organizing an open call for city pilots in September. So now it's the right moment to take a look at the project website, because they are now publishing information on this upcoming call for city pilots. And last but not least, another example of the way that we support our partners, but not only, the wider European urban mobility community to access to funding, is our collaboration with the new European Bauhaus. We participate with in a cross-KIC initiative with other KICs, with EIT Food, EIT Climate, and EIT Digital. And right now there are 2 call for proposals that are open. One of them on public realm solutions, and the other on citizen engagement activities. And that was all from my side. Here on screen, you do have my contact details and also our website. I strongly encourage you to visit our website and to check how to get involved in our programs and in our calls, because all of our call for proposals are open. You do not need to be a partner of the KIC to apply for our funding opportunities. So please do not hesitate to contact me
or through Clara if you do have any doubt or you do need more information on my presentation or any of our programs. Thank you so much. Thank you very much, Georgie, and also thank you, Flavio. I see you're in the chat and you answered some questions. Peut-être une petite précision, effectivement, donc comme Georgie l'a dit, n'hésitez pas à vous rendre sur le site EIT Urban Mobility, à passer par moi si vous avez des questions ou à les contacter. Donc, comme Flavio l'a indiqué et comme Georgie l'a présenté, la France est partagée entre 2 hubs. Donc, selon votre localisation géographique, vous contactez soit le le hub ouest ou le hub south. Et petite précision aussi, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait à l'aise avec un contenu en anglais, j'ai créé un mini-site sur le site ministériel EIT avec une page dédiée à la KIC mobilité urbaine. J'ai procédé à une traduction des différents programmes qui ont été présentés. On va passer maintenant à un petit temps de questions-réponses. Donc, il y a une première question. Donc, je vais traduire en anglais pour Georgie. Georgie, are there any direct links between the EIT and the structural funds, the cohesion policy of the EU and the smart specialization strategy? Not yet. We are a quite young KIC, as we both mentioned, and this means that we are still in the process of positioning ourselves within the whole Horizon Europe and the whole European Commission programs. As I presented, we are fostering collaboration with some other ongoing programs like the new European Bauhaus and other initiatives, but I'm not aware of any collaboration with this stream. Ok, thank you. Et si je peux compléter d'ailleurs sur cette question de synergie des fonds, étant aussi PCN synergie des fonds, un point important à noter, c'est que c'est vrai que on me questionne souvent sur des liens directs qui seraient prévus entre l'EIT et par exemple ici les fonds structurels. Sachez que souvent la Commission européenne va pousser politiquement à ces synergies, mais elles se créent petit à petit au compte-gouttes selon l'évolution des instruments. Pour vous donner un exemple, comme Benjamin l'a expliqué, donc, dans le cas des 112 villes nommées dans le cadre de la mission Cities, il s'avère que 12 villes sont membres de EIT Urban Mobility. Donc on voit là par exemple, c'est juste un petit exemple pour montrer comment progressivement des instruments différents d'Horizon Europe peuvent s'imbriquer. Et pour revenir plus particulièrement sur les fonds structurels, donc là, je vais parler depuis ma casquette EIE, donc European Innovation Ecosystem, qui a un petit peu cet objectif similaire de rapprocher les territoires en Europe et de travailler sur la connexion des écosystèmes. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez creuser cette question de Smart Specialization Strategy, parce que dans l'école, la Commission européenne pousse pour des synergies justement avec cette stratégie S3. Donc, c'est prévu dans l'EIE, par exemple. Alors, il y a une autre question. Can you elaborate more about the academy program? Yeah, well, the academy program works closely with universities and research institutes in the 3 areas that I mentioned in my presentation. The master program, where they support students in their master studies obviously on urban mobility. So our network of universities offer a master program to students, okay? The second stream is the doctoral training program, where we support students that or professionals that want to become that want to get into a doctoral program. And the third main
area of activity of the Academy program is the Competence Hub. The Competence Hub is, let's say, our knowledge transfer hub. We do have an open platform where some training programs, training courses are continuously updated on innovative areas in the field of urban mobility, and these training programs are free of charge and are open to anyone. Ok, thank you, Jordi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas dans le chat, mais n'hésitez pas à poser votre question. Même si vous préférez les poser en français, allez-y, je traduirai pour Jordi. Et Flavio semble être plutôt bilingue, donc il pourra aussi vous apporter des éléments de réponse. Alors, je vois pas forcément d'autres questions. Ok. Bah, je vous propose du coup... Excuse Oui. me, just I raised my hand. Je n'avais pas vu. Just a question. Jordi, you told that the calls are open to non-members, but what if the project is selected? Yeah, all of our calls are open. So because we are managing public funds coming from EIT, it's mandatory for us to allocate those funds into our programs in a way that are accessible to anyone in Europe. Okay. In the case of the innovation program, if a project is selected, the partners of the consortia are invited to join our community as members. Okay. I think I do not have time to explain the full picture of our partnership model, but by paying a membership fee, you have access to added value services and other kind of opportunities, networking, etc. And well, that's how it works. Okay. Just to be sure, at which level the members have to become the non-members, if the project is selected, at which level they have to become partner? It's the highest or not? Yeah, it's mandatory if they are receiving funds from the EIT Urban Mobility. Yes, it's mandatory, but okay, at the highest level, they have to become a partner as core partners, or no, it's project partner. Yeah. This year we are changing our partnership model. I'm going to share the link to our website where this new partnership model is explained. But to give you an overview, it is not longer about core partners or project partners. Is a service-based partnership model. So every year, our partners can choose which kind of engagement they want with our organization. For instance, and there are mainly two different partnership roles: gold member or silver member. Gold member gives you access to all our services and added value opportunities, and silver is pretty much the same, but with some restrictions. Okay, thank you. Merci beaucoup. Je complète, Isabelle aussi, n'hésitez pas si jamais à revenir vers nous
Je pourrais vous mettre en relation au besoin avec des membres de la KIC et aussi sur les différents sites. Il y a ces informations selon les différents niveaux, les différents niveaux de membership. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, n'hésitez pas à poser la question dans le chat ou même à prendre la parole. Hein, n'hésitez vraiment pas. Je n'ai pas vraiment l'impression. Donc, ce que je vous propose, c'est en fait de passer au tout dernier moment, donc l'instant conclusion où j'aimerais vous poser. Merci d'avoir partagé le lien, Jordi. Ah, il y a une autre question sur Do we have to pay a membership fees? Comme l'a expliqué Jordi, il y a différents niveaux de membership fees, donc différents montants de cotisation annuelle et donc différentes règles d'obligation ou non, donc de cotisation ou non à des programmes. Par exemple, dans le cadre du pilier innovation, des programmes innovation, c'est ce qu'expliquait Jordi. Vous pouvez déposer et ne pas être membre, mais si le projet est retenu, vous devez adhérer. Et donc là, c'est le Service Engagement Model qui a été partagé. Vous regardez les différents niveaux d'adhésion et vous avancez généralement avec la KIC qui vous accompagne et qui ne vous laisse pas du tout vous débrouiller par vous-même. Donc, c'est comme ça que vous définissez votre niveau d'adhésion et donc les frais de cotisation qui vont avec. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Are the French automotive clusters in the EIT urban mobility? Well, as I said, we are a growing community, and for instance, we are growing a lot in Toulouse because Toulouse Metropole is a very active member. As far as I know, an aerospace cluster has joined our community recently, the Aerospace Valley, that is based in Toulouse. But I need to check about automotive clusters. I will come back to you, Clara, with thank you. an answer to this question. Thank you. Et Sébastien, même toute la communauté, je vous transmettrai les informations parce que c'est vrai, je le rappelle, le IT, c'est un peu une structure c'est vraiment une structure évolutive. Donc, surtout avec une KIC très jeune, les partenaires grandissent de mois en mois. Donc, c'est difficile d'avoir une liste exhaustive. Très bien. Donc, je vous propose de passer juste à un petit instant conclusion. J'ai 2 petites questions à vous poser. Je vous invite à nouveau à reprendre le lien Slido. Benjamin, si tu pouvais le repartager, ce serait super. Et je vais vous poser 2 petites questions. Je vais Merci. le rechercher du coup. Et si vous pourriez juste m'indiquer si vous voyez mon écran ou si je parle toute seule. Ah, je vois que certains... Ok. Donc, je traiterai... Ok. Voilà, en fait, on se demandait, même si c'est très difficile peut-être de répondre, suite à ce webinaire, est-ce que vous êtes attiré par un des instruments présentés pour lequel vous n'auriez pas encore déposé? Donc, il y a des je ne sais pas encore. Ok, de l'intérêt qui semble se dessiner pour le volet transport, la KIC mobilité urbaine, aussi la mission ville. Ok, donc il y a 6% de non, donc des gens qui ne sont pas encore... Ok. Il y a quand même une majorité encore de personnes qui hésitent, visiblement. Ok. Ok, très bien. Donc, bon, majorité de je ne sais pas, puis le volet transport de Benjamin se dessine, la KIC mobilité urbaine, c'est plutôt bien, et la mission ville également. Très bien. Donc, justement, c'est ce qui m'amène à la dernière question. Qu'auriez-vous besoin d'approfondir? Donc là, j'invite même, surtout les personnes qui ont répondu je ne sais pas et même les personnes qui ont répondu non, à nous indiquer avec un mot-clé ou deux ce qui soit vous a manqué ou ce qui vous manque encore pour creuser ces sujets. Donc, bon, j'ai conscience que ça peut être frustrant d'essayer de résumer ça en un mot ou deux,
Mais c'est juste voilà, pour se donner des pistes. Et encore une fois, Benjamin, enfin le réseau PCN de Benjamin et moi-même restons disponibles. Donc les délais, d'accord, plus d'informations. La recherche de partenaires, d'accord. Ok, la définition de l'impact, conditions d'éligibilité. Donc déjà, concernant la recherche de partenaires, Benjamin, tu pourras compléter, mais au niveau de notre groupe PCN du Messery, on a un petit groupe de travail sur justement cette question de recherche de partenaires. Donc c'est vraiment un sujet qu'on creuse pour essayer de voir quels seraient les outils qu'on peut vous recommander, les approches, etc. Donc on en a conscience. L'information. Donc déjà, je peux répondre en mon nom au niveau de l'EIT et de l'EIT Urban Mobility. Je le rappelle, et ça me permettra d'ailleurs d'enchaîner avec la dernière slide. Je le rappelle, nous avons... hop, pardon, excusez-moi, je fais 2 choses en même temps, j'ai un peu du mal. Nous avons en fait créé tout un site avec toutes les informations pertinentes. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette dernière slide que je vous partage, que vous aurez bien évidemment plus tard, mais déjà pour ma part, pour l'accès à des informations sur l'EIT et l'EIT Urban Mobility, donc il y a le mini-site comme je vous ai dit. Il y a également donc 2 mails pour me contacter pour toute question, pour des rendez-vous, des entretiens individuels. Il y a également la liste relais Horizon Europe, sur laquelle en fait moi je diffuse les offres des KIC. Donc je fais des articles systématiquement, je traduis et je spécifie bien évidemment les critères d'éligibilité, l'ouverture, les conditions d'ouverture aux non-membres. Il y a également un compte LinkedIn et en fait je vous ai partagé les adresses que Flavio a également mis dans le chat pour recontacter directement la KIC. Benjamin aussi, par rapport aux différentes casquettes qu'il porte, a aussi pas mal d'outils d'information et d'échange avec vous. Benjamin, je ne sais pas si tu... Oui, c'est juste parce que comme j'ai vu qu'il y avait dans le Slido le point information, alors je ne sais pas exactement ce que vous auriez aimé comme information de plus, mais effectivement, il y a donc une liste de diffusion et une liste de diffusion relais. Alors il y a 2 listes, la liste de diffusion normale et de l'autre côté la liste de diffusion des relais qui sont en fait des gens qui sont identifiés au niveau régional comme accompagnant leur propre communauté. Donc c'est un rôle un peu spécifique. Disons qu'en grande partie, les informations se ressemblent quand même de ce qu'on diffuse des 2 côtés. Ça, je vous incite fortement à vous inscrire. Là, pour le coup, c'est mon collègue Jean-Marc qui a pris la parole aujourd'hui, qui fait un mail d'information pratiquement hebdomadaire. Donc là, vous avez les informations qui circulent. On essaie également de les mettre assez régulièrement sur LinkedIn et en fait, ça renvoie très souvent à des articles qu'on écrit et qu'on met sur le site, le mini-site là, PCN Transport, sur le site Horizon Europe du ministère. Donc voilà, toutes ces informations-là, vous les retrouvez normalement si vous consultez l'un ou l'autre de ces options. J'ai également vu pour un point sur la rencontre, enfin la recherche de partenaires. Sachez que la Commission européenne, alors là c'est vraiment pour les missions, le 17 et 18 organise son propre Info Day, comme elle le fait régulièrement. Donc elle va présenter tous les appels 2022 des missions, donc en l'occurrence la mission ville, il n'y en a qu'un. Le 19, c'est suivi alors on l'a pas mis là, d'un brokerage event qui est organisé par Bridge to Horizon Europe. Je ne me rappelle plus qui c'est qui l'organise exactement, mais je crois que c'est CE. Et donc là, je vous incite fortement, si vous êtes intéressé par la mission, à vous inscrire parce que c'est, je pense, au niveau européen, un des seuls info day que l'on aura pour les appels missions. De notre côté, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez télécharger sur la page PCN Transport un formulaire de manifestation d'intérêt. Et en fait, nous, après, on se charge de le faire circuler au niveau européen avec nos homologues PCN européens et au niveau interne à tous ceux qui sont inscrits dans nos listes de diffusion. Donc, c'est aussi une façon, à minima, de vous faire connaître et d'essayer de trouver des partenaires. Voilà ce que je voulais dire, je crois, en quelques mots.
Ok. Merci beaucoup, Benjamin. Attendez. Alors, je ne sais pas, parce que il me semble... Non, ok, j'avais cru voir une... J'ai le logo d'une main levée, donc je ne sais pas si quelqu'un a peut-être une question. Oui, Clara. Oui. Bonjour, Sébastien Bonjour. Imbert. En fait, je représente le pôle véhicule du futur. J'avais une question à poser tout à l'heure. Bon, vous aviez répondu partiellement à ma question. L'idée était de savoir aussi par rapport au pôle de compétitivité, donc automobile, lié à la mobilité, entre autres, hein, s'il y avait un intérêt à rejoindre la communauté Urban Mobility, en fait. Le IT Urban Mobility. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les pôles de compétitivité? Voilà, c'est pour ça que je posais la question sur le fait, est-ce qu'il y a des pôles aujourd'hui qui sont membres de l'EIT Urban Mobility? D'accord, ok. Bon, je pense que oui, mais je voulais en discuter. Bon, je suis en discussion avec le Hub West, là, en ce moment. D'accord. Donc, je vais finaliser la discussion, mais voilà, je vais l'initier. Elle n'est pas encore initiée. D'accord, Voilà. très bien. Donc, c'était pour avoir un peu son avis à lui, quoi. Bon, sachant qu'on a 500 membres, et donc, je pense que ça peut être intéressant aussi bien pour eux que pour nous d'intégrer en tant que partenaire voilà, la communauté EIT Urban Mobility. Si je peux contribuer un peu à cette réponse, bon, j'ai une certaine expérience avec les toutes premières KIC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des participations croisées entre les hubs locaux et les pôles de compétitivité, parce qu'en général, il peut y avoir des approches très complémentaires, des répartitions de rôles sur des projets qui émergent, du scouting de bons projets ou de bonnes startups à accompagner. Et voilà, il y a d'expérimentation de participation croisée entre un hub local et un pôle de compétitivité est en général toujours assez riche. D'accord. Bien, merci. Merci. Merci pour la précision. Alors, bien écoutez, je ne vois pas de questions complémentaires. Encore une fois, je vous invite à revenir vers nous, si jamais. Du coup, je vais conclure ce webinaire. Déjà, je remercie Benjamin, tout en PCN, donc Thilo, Jean-Marc, Anouk également, qui était présente aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté de co-organiser cet événement avec moi. Je remercie également la KIC Mobilité Urbaine, donc Jordi, et également Flavio, donc d'avoir participé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez conclure, Benjamin, Jordi, Flavio, n'hésitez pas si vous avez un petit mot de conclusion avant qu'on se quitte. De mon côté, non, pas grand-chose. Simplement, voilà, par rapport aux diverses questions qu'on a eues, n'hésitez pas à revenir vers nous via notre adresse email et on pourra creuser certains des points qui ont été abordés ou d'autres qui n'auraient pas été abordés aujourd'hui. Donc, on est là pour ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous enverrai à tous le lien du replay et des présentations. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci Clara, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.